Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo estivale. Il fait beau, il fait chaud, c'est cool, c'est relax, c'est l'été, et on va parler de films, et on va en parler en audio. Ouais, désolé, vous verrez pas ma gueule, tout simplement parce que je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où je me trouverai au moment où j'écris ces lignes, et surtout, je suis roux, et que roux plus été égale tomate farcie, et que regarder une tomate farcie déblatérer des conneries sur le cinéma pendant 15 minutes, personne trouve ça sexy, donc c'est officiel. Nous devenons une chaîne d'ASMR. Les politesses d'usage étant faites, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non, je déconne, oh, c'est l'été, ça va, on s'amuse, on se détend, c'est ça le but. Et l'été au cinéma, ça fait pif, ça fait paf, et je dirais même, ça fait boum. Awesome barbecue, awesome pool. Parce que c'est le moment de l'année où fleurissent les bons gros blockbusters bien mastoc qui sont là pour engranger du bif, auprès du spectateur qui, après avoir chopé sa petite insolation de l'après-midi, n'est plus en état de se rendre compte que ce qu'on lui propose, c'est de la merde. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le discours qui commence à faire des petits va-et-vient énergiques comme ça dans l'esprit du grand public. Le blockbuster, c'est quand même un peu en train de devenir de la merde. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à en avoir marre de se faire prendre pour des cons, par des marketeurs qui n'en ont plus rien à foutre de la qualité de ce qu'ils ont à nous vendre. Faut être honnête 5 minutes, les champions toutes catégories étant bien évidemment tonnerre d'applaudissements, la firme aux grandes oreilles, qui s'en donne à cœur joie, et bombarde nos écrans de produits filmiques qui sont non seulement de piètre qualité, mais qui ne font même plus l'effort d'être originaux. Et d'ailleurs, c'était bien le sujet de la dernière vidéo, là, celle sur le remake live du Roi Lion, où on abordait la stratégie marketing de Disney, comment l'appeler autrement, Disney qui a abandonné depuis un sacré bout de temps déjà, l'idée de faire du cinéma, et qui se contente maintenant de financer des auto-fellations à son propre héritage qui, on le rappelle, inclut désormais le Marvel Cinematic Universe. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais bien de la précédente, que je vous invite à regarder si jamais vous voulez qu'on discute de tout ça plus longuement en étant plus posé. Parce que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de ce sentiment de ras-le-bol du grand public vis-à-vis du blockbuster en général, qui est un sentiment qui, je crois, couve depuis plusieurs années, mais qui a vraiment commencé à se déchaîner de façon plus visible récemment, notamment contre le remake live du Roi Lion. Sans déconner, ce que ce film s'est pris dans la gueule de la part d'une partie du grand public, tous les autres remakes live le méritaient, mais vraiment la haine s'est concentrée sur celui-là, ce qui ne l'a pas empêché de dépasser le milliard au box-office mondial. La vie est décidément une bonne grosse salope, mais ça, on sait. Et face à tout ça, à ce sentiment de ras-le-bol et à cette haine, pour moi complètement justifiée, entendons-nous bien, contre la firme aux grandes oreilles, j'ai vu fleurir dans les commentaires de la vidéo sur le Roi Lion pas mal de réflexions au Roland, disons, un peu apocalyptique, sur la production cinématographique à gros budget, à base de « Oui, les projets comme Le Seigneur des Anneaux, ça existera plus, dès qu'on veut faire du cinéma un peu différent, comme Blade Runner 2049, ça se plante au box-office, de toute façon les gens c'est des moutons, oh là là, maintenant qu'ils ont racheté la Fox, ça va devenir encore pire, la fin est proche, repentez-vous, là là là. » Mais putain, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le grand public qu'on caricature en train de dire « Oui, voilà, c'est un spectateur débile, il réfléchit pas du tout à ce qu'il regarde, etc. Il s'en fout complètement, ce qu'il regarde, c'est pas du cinéma. Ce qui compte pour lui, c'est qu'il passe un moment. » Que même lui, là, ce mec dont on se fout de la gueule depuis des années, que même lui, il commence à se rendre compte qu'il y a un problème. Et une chier de mauvais film, les gars. Voilà ce qui s'est passé. Une chier qui existe depuis plusieurs années, mais à laquelle Disney, qui, je le rappelle, est le plus gros studio de production au monde, voilà, c'est toujours intéressant de le rappeler, a commencé à rajouter son petit grain de sel avant de plonger la tête la première, et d'y aller à grande brasse coulée, jusqu'à amener le blockbuster dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Et pour moi, ce tournant, il a commencé en 2013. Voilà. C'est la réflexion que je me suis faite. Pourquoi 2013 ? Eh bien parce que c'est un moment qui est, je crois, très important dans l'histoire de la production cinématographique à Hollywood, parce que c'est le début de la phase 2 du Marvel Cinematic Universe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusque-là, on avait eu une série de films solo, qui développaient chacun leur propre personnage, et qui s'étaient réunis dans Avengers 1, qui était un accomplissement, et qui venait marquer une forme de climax épique qui concluait toutes ces histoires. Et en fait, à l'époque de la sortie du premier Avengers, même si on le savait, je pense pas que les gens étaient vraiment préparés à se prendre 7 ans de films Marvel dans la gueule. Parce que, même si c'était dit à l'époque, et franchement, honnêtement, j'en suis pas sûr, et j'ai eu un peu la flemme de faire des recherches, les gars, il fait tellement chaud, putain, je suis rouge, je vais mourir, d'accord, mon objectif c'est de rester en vie jusqu'à la fin de cet enregistrement, je suis pas sûr qu'on avait compris dans quoi on s'embarquait, parce qu'en fait, on entrait dans la période merveilleuse de la suite à n'en plus finir. Et c'est pas la même suite
que celle des années 80, où voilà, c'était du direct-to-vidéo merdique, et tout le monde en fait s'en battait les couilles. Parce que maintenant, chaque suite, elle se doit de rapporter plus d'argent que la précédente, tu vois. Et même, elle coûte plus cher que le film précédent. Et honnêtement, on en a plus rien à foutre. Alors pour moi, le verre, il était dans le fruit depuis très longtemps, hein, depuis Pirates des Caraïbes 4, hein, pour être honnête, qui quand même, je le rappelle, a viré tout le casting, à part Jack Sparrow, pour faire une suite à quoi, on sait pas, hein, puisque l'histoire était terminée, mais bon, ils étaient contents de le faire, mais l'alignement des planètes, le moment où ça a vraiment commencé à déconner, ça s'est produit 2 ans plus tard, en 2013 donc, mais pas à cause de Marvel. Le truc, c'est que voyant que Disney était en train d'adopter un modèle économique de production qui avait l'air de cachetonner à mort, hein, voilà, de ramener du bif, quoi, eh bien d'autres studios ont commencé à se dire ils sont peut-être pas cons, tu vois, Disney, et il serait peut-être temps de faire la même chose. Et c'est là, en 2013, que Sony Pictures nous a sorti un film qui s'appelle Les Schtroumpfs 2. Les Schtroumpfs 2, qui a coûté plus de 100 millions de dollars. Il y a beaucoup trop de questions qui se bousculent dans ma tête à la simple évocation du nom de ce film. Déjà, 1. Ensuite, attends, le 2, ça veut dire qu'il y en a un premier. 3, comment est-ce qu'une merde pareille a pu coûter 100 millions de dollars à produire? Et enfin, comment ça se fait qu'une merde pareille en a rapporté 3 fois plus que ce qu'elle a coûté? Mais ne perdons pas de temps. Voilà, je veux dire, rentrons directement dans le vif du sujet, parce que pour moi, c'est très clair que ce film, voilà, le fait d'avoir eu les couilles, quelque part, de se dire, voilà, on va produire Les Schtroumpfs 2, et ça va être un blockbuster de l'été, je crois que ça a marqué une rupture. Parce que tu vois que après ce film, quand tu regardes tout ce qui est sorti après, on sent que les notions philosophiques de morale et de goût n'ont plus beaucoup d'impact, tu vois, dans l'esprit des producteurs. On est vraiment dans une pure logique mercantile où on côtoie vraiment l'absurde. C'est absurde. C'est tout autant absurde que de produire une adaptation américaine des Schtroumpfs et d'en faire une suite. C'est pour ça que j'ai décidé de nommer ce moment de retournement de la courbe le point Schtroumpf. Après, évidemment, ce n'est pas parce que la frontière morale et éthique de la dignité humaine a été franchie une première fois par Sony Pictures, poussée un peu, voilà, par Disney et son Pirates des Caraïbes 4, mais franchie une première fois que tous les plus gros succès des années qui ont suivi étaient soit des suites à foison dénuées de tout intérêt qui n'existaient que pour entretenir une image de marque d'une saga et, voilà, et ramener du bif dessus, soit des remakes. Hein. Voilà, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que l'industrie cinématographique n'est désormais définie plus que par l'absence totale de prise de risque jusqu'à la médiocrité la plus alarmante. Alors du coup, je vous ai fait une petite liste des blockbusters les plus remarquables sortis entre 2014 et 2016, et finalement, je la trouve assez intéressante, hein, vis-à-vis de ce qu'elle raconte de notre consommation du cinéma contemporain. Alors mes chers amis, soyons des héros citoyens, soyons des héros de la presse libre, et faisons mentir les préjugés. C'est parti, box-office mondial de 2014. Numéro 1 avec 1 milliard 100 millions de dollars de recettes mondiales, Transformers 4. Soit une suite inutile à un film où ils ont viré tout le casting original. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Le Hobbit. Bon, voilà, ça c'est une suite, dont au moins voilà, c'était une saga terminée, bon... Y avait-il un intérêt, évidemment, à faire cette saga? Ce n'est pas à moi d'y répondre, hein, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Les Gardiens de la Galaxie en 3ème place, ça, à la rigueur, je veux bien, voilà. Même si c'est un Marvel, et que vous connaissez tout l'amour que j'ai pour Marvel, ça reste un film plutôt original, voilà, on va dire, dans le paysage du gros blockbuster à très très gros budget. Hein. Putain, le film il a rapporté 773 millions de dollars, quand même, hein. Numéro 4, Maléfique. Ah, premier de la longue lignée des remakes de Disney qui arrive déjà en 4ème position. Hein. Directement, ta 4ème position, qui a rapporté 758 millions de dollars à travers le monde. Bon, hein, voilà, donc après, c'est... Voilà, je veux dire, pas de quoi en tirer des conclusions alarmistes, je propose plutôt qu'on passe directement à 2015. Alors, box-office mondial de 2015, numéro 1, Star Wars 7, qui n'est pas du tout une suite inutile produite pour l'argent et pour entretenir une image de marque, pas du tout, nous serions mauvaise langue d'affirmer une chose pareille, qui a rapporté quand même 2 milliards de dollars, 2 milliards 68 millions, mais bon, c'est Star Wars, quelque part on peut le comprendre. Voyons voir le deuxième, Jurassic World. Tiens, c'est rigolo ça. Je ne ferai pas l'affront de dire que c'est
que c'est une suite où on a viré tout le casting original, en plus d'être un remake non assumé. Non, Passons au troisième. Fast and Furious 7. 1,5 milliard de recettes quand même, hein. Putain de merde. Quatrième, Avengers. Ah, Marvel n'arrive qu'en 4ème place cette fois. Ah, donc une suite. 5ème, Les Mignons. Les Mignons. Ok. 1,1 milliard de dollars de recettes. Oh putain. Excusez-moi, je découvre ces chiffres en même temps que vous. 1 milliard. Et c'est un spin-off! Non mais c'est pas possible. Les chiffres ne peuvent pas à ce point-là me donner raison, je refuse de le croire. 2016, box-office mondial de 2016, numéro 1, Captain America. Bon, ok. Numéro 2, Le Monde de Dory. Qui est une suite inutile. Hein, voilà. Le Monde de Nemo avait-il besoin d'une suite? Encore une fois, débattez-en dans les commentaires, vous connaissez ma position là-dessus. Numéro 3, Zootopie. Merci mon Dieu! Bon, certes, c'est du Disney, mais au moins c'est un film original. C'est déjà une respiration. Numéro 4, Le Livre de la Jungle. Oh, putain. C'est-à-dire que Disney a les 4 premières places. Hein. Numéro 5, Comme des bêtes. 875 millions de dollars de recettes. Mais ce monde n'a aucun sens. Allez, on se fait 2017 pour le plaisir? Non. Non, on se fait pas 2017, on se fait pas 2017 parce que vous avez très bien compris où je veux en venir. Le box-office aujourd'hui est gouverné par la suite inutile numéro 47 et le remake. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait devant un tel constat? On se roule en boule et on pleure, hein, voilà, qui a quand même l'air d'être la solution préconisée par Twitter à la moindre polémique. Non, et bien évidemment qu'on fait pas ça. On fait pas ça parce que c'est pas parce que ce sont ces films-là qui trônent tout en haut du podium du box-office mondial chaque année, qu'il n'y a pas d'autres films 1000 fois plus intéressants qui courent eux aussi dans le peloton de tête. Et vous savez ce qu'on va faire? Eh ben on va se faire une liste. On va se faire une liste des bons blockbusters qui continuent de sortir. Voilà, on va parler de films cool pour montrer que, non, il n'y a pas que de la merde qui sort. Bien sûr que non, et il n'y a pas que de la merde qui marche, surtout. Regardez en 2013. En 2013, on a eu Gravity. Bon, je sais que Gravity fait débat, mais faut être honnête, c'est une maestria visuelle et c'est du génie dans la mise en scène, Gravity. D'accord? Et le film a rapporté 700 millions. Et c'est pas un Marvel, c'est pas une suite, c'est pas un remake. En 2014, je vous rappelle ce qui est sorti en 2014, hein? Un tout petit film, comme ça, là, qui a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma pour une très large majorité du public, qui s'appelait Interstellar. Interstellar a eu un putain de succès au box-office mondial. En 2015... Oui, parce qu'on continue, hein, je vais tous les faire, j'en ai rien à foutre. En 2015, on a eu la preuve la plus absolue que c'était pas la suite inutile le problème, mais que c'était le talent de ceux qui la dirigeaient. Et d'ailleurs, ils ont été gentils, parce que cette preuve, en fait, on l'avait déjà eue en 2012, hein, avec Skyfall, qui était le 25e opus de la saga James Bond, et qui était un chef-d'œuvre de grosse production hollywoodienne. Mais ils ont été gentils, en 2015, ils vous en ont remis une, parce que 2015, c'est l'année de sortie de Mad Max Fury Road, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des blockbusters les plus importants de l'histoire du cinéma. Bon, j'avoue, en 2016, par contre, c'était un peu la vache maigre, hein, il faut bien l'avouer, mais au moins, au niveau de la prod, on a eu quelques petits paris risqués, puisqu'on a eu Premier Contact de Denis Villeneuve, qui a quand même coûté, voilà, un paquet de pognon, mais bon, voilà, au niveau blockbuster, c'était pas ça. Heureusement qu'en 2017, on a Dunkerque et Logan qui arrivent dans les 15 premières places. Et en 2018, qu'est-ce qu'on a eu comme preuve? Eh bien que c'était pas non plus la nostalgie le problème, mais que c'était encore une fois le talent de ceux qui la dirigeaient, parce que 2018, c'est la sortie de Ready Player One. Parce que non, putain de bordel de merde, le bon blockbuster, il est pas foutu, ça sert à rien d'avoir des discours apocalyptiques. La seule chose dont a besoin la machine de production hollywoodienne, c'est qu'on lui foute un bon coup de pied au cul. Et donc si votre plaisir à vous, c'est de voir du divertissement de gros studios de qualité, eh bien encouragez-la cette qualité. Et arrêtez de filer de la thune à Disney, qui est à la production cinématographique, rien de moins qu'un petit con qui te raquette tous les 2 mois. Je sais qu'on a beaucoup parlé de Disney sur cette chaîne dernièrement, mais c'est parce que selon moi, c'est une boîte de prod qui brise le pacte cinématographique avec le spectateur dans le sens où Disney ne donne rien. Il ne fait que prendre. Il prend ton amour pour le cinéma, il prend la nostalgie d'une enfance où tout était plus simple et plus magique, et il en fait du bif. Mais il te donne rien en retour, il te donne pas de moments de cinéma, il te donne pas de nouvelles choses à vivre, il prend et il en fait du bif. Parce que le cinéma, c'est comme la relation de couple. Non, je suis désolé, il n'y a pas que toi qui dois faire un effort. Alors plutôt que de financer la 4e Bugatti de Kevin Feige,
eh bah ce serait bien de faire un geste citoyen de temps en temps, et d'aller voir un film qui certes a l'air un peu, voilà, différent, mais qui peut-être que sur un malentendu, et bah grâce à lui, tu vivras un grand moment de cinéma. Qui sait? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bon, petite vidéo détente, petite vidéo relax. Voilà, c'était pas de la réflexion très profonde. C'était juste des petites idées, voilà, lancées comme ça, à droite, à gauche, par-ci, par-là. Donc n'hésitez pas surtout à en débattre dans les commentaires et à approfondir le sujet. Ça peut même être vachement intéressant de voir ce qui peut en ressortir. Je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous abonner, à liker cette vidéo, même pourquoi pas. Et si jamais vous avez envie qu'on soit encore plus proche, vous pouvez me suivre sur mes comptes Instagram, Sens Critique et Facebook. Vous verrez, c'est cool, c'est l'éclate, on se marre bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vacances et je souhaite bon courage à ceux qui travaillent et je vous dis à plus. Ciao tout le monde.